Le Pérou, une terre témoin de l'émergence de la plus importante civilisation précolombienne, l'Empire des Incas. Un État, une culture incroyablement complexe, un art d'une grande perfection dont la colonisation espagnole sonna le glas. Aujourd'hui, les peuples autochtones du Pérou, héritiers de grandeurs passées, souhaitent que les traditions séculaires qui firent la gloire de leurs ancêtres soient respectées. Les croyances locales, l'artisanat populaire, leur cuisine originale et surtout la langue ont survécu à plusieurs siècles de colonisation culturelle, de dévastation, de violence et d'oppression, devenant les principaux soutiens du peuple dans sa lutte contre l'isolement social et l'oubli. Aliana Nieves, correspondante de RT, a rencontré les représentants de nouvelles générations de Péruviens, désireux de renouer avec leurs racines et leur ascendance dont ils sont fiers. Ils n'ont pas honte de leurs origines, ils n'ont pas peur des réactions négatives de la société, dans un pays où les blessures du passé colonial ne sont toujours pas refermées. Nila, parlez-nous de l'endroit où nous sommes, de son importance pour la communauté indienne du Pérou. C'est la communauté interculturelle de Cantagalo, la première communauté indienne de Lima. Beaucoup a été fait ici pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Par exemple, la communauté a son école bilingue. Vous étudiez justement les usages culturels et les langues des communautés indiennes, notamment le quechua. C'est extrêmement important pour le Pérou. Nous avons des lois. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles existent surtout sur le papier. Quand des gens continuent de parler leur langue, de défendre leurs droits, c'est très important. C'est comme cela que des changements interviennent, de bas en haut. En fait, la majorité des Péruviens te dirait que c'est par pur hasard qu'ils sont péruviens. Oui, c'est sûr. Ils vous diront « Mon aïeul était espagnol » ou « Mon trisaïeul était français » et tes racines indiennes alors. Personne ne s'en souvient. Oui, personne ne s'en soucie. Personne. Ils l'ont effacé de leur mémoire parce que les gens d'ici ont honte de leur origine indienne. Mais d'où vient cette honte? Comment et quand est-elle apparue? Sans doute parce que la majorité des Péruviens portent en eux la marque de la violence. Quand les Espagnols sont arrivés, quand la conquista a commencé, des hommes conquérants ont débarqué ici. Notre peuple est, en quelque sorte, victime de la violence. Tous les Péruviens ont besoin de guérir de ce traumatisme. Les historiens racontent que quand les soldats espagnols ont envahi le territoire de l'Empire des Incas, notamment quand ils sont arrivés à Cusco, la capitale, ils ont été subjugués par son incroyable beauté. Ils ont découvert d'immenses édifices. Ils ont vu dans les temples des milliers d'objets en or pur, boucliers, médailles, plaques. Et la puissance étrangère a voulu s'emparer de richesses qui n'étaient pas les siennes. Un processus qui s'est poursuivi pendant toute la suite de l'histoire du Pérou et qui a largement déterminé le rapport aux ethnies peuplant ces terres à l'origine. Dès l'arrivée à Cusco, l'altitude se fait sentir. La ville est située à 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je me pulvérise un peu d'eau thermale pour me rafraîchir. Je sens déjà que la tête me tourne légèrement à cause de la raréfaction de l'oxygène. Nous sommes pressés de découvrir Cusco et d'écouter l'histoire que ses habitants sont prêts à nous raconter.
La ville de Cusco était le centre du royaume des Incas. À cet endroit précis se trouvait le Temple du Soleil, un édifice d'une beauté fantastique. Les habitants y rendaient un culte au dieu Soleil et il y avait donc une immense importance. À leur arrivée, les colonisateurs espagnols ont détruit le temple et sur ces pierres édifié une église chrétienne et un monastère. Ils aspiraient ainsi à démontrer leur suprématie sur le peuple inca. Professeur, nous sommes actuellement sur le territoire du Temple du Soleil. Peut-on dire que pour les Incas, c'était une sorte de kilomètre zéro? Il faut comprendre que seuls les représentants de l'élite vivaient à Cusco, capitale de l'Empire. Pas tous ces sujets. Leur vie quotidienne s'organisait suivant les us et coutumes de l'époque. Les gens étaient agriculteurs et la religion jouait un grand rôle dans leur vie. L'expansionnisme des Incas en Amérique du Sud est souvent comparé à la conquête des Espagnols, ce qui revient à présenter la conquista comme le remplacement d'une suprématie par une autre. Cependant, les historiens expliquent que c'était loin d'être aussi simple. Je pense que c'est évident. C'est un fait assez connu. Quand les Espagnols sont arrivés ici, qu'ont-ils fait? N'ont-ils pas tout détruit sur leur passage? Ce lieu sacré, par exemple, a été complètement dévasté. Dans quel but? Ils l'ont détruit pour trouver tous les objets d'or et les autres choses ayant de la valeur pour eux et s'en emparer. L'expansion espagnole poursuivait donc des buts tout à fait différents de l'expansion des Incas. Dès notre arrivée à Cusco, nous avons été littéralement charmés par ces étroites rues pavées, par ces balcons et par ces façades. Il s'agit de véritables trésors de l'architecture coloniale, cernés par les montagnes et riches de légendes. Suivant l'une de ces légendes, le plan de la ville aurait d'abord eu la forme d'un puma, le fauve sacré des Incas. Mais l'animal le plus vénéré de la population autochtone était le condor, ou kuntur en langue quechua, le seul être capable de s'entretenir directement avec les dieux. Sur l'un de ces sommets se trouve un lieu longtemps abandonné. Il est aujourd'hui le symbole du passé indien. Un peu plus de 90 km séparent Cusco de la ville d'Aguascalientes. Dernière station avant le but de notre voyage, la citadelle du Machu Picchu. Le Machu Picchu est l'antique citadelle des Incas, bâtie au XVe siècle. Elle est célèbre pour la complexité de son système de fortification, élevé sur d'immenses rocs. Ce monument historique fait partie de la liste des 7 nouvelles merveilles du monde et a été inscrit au patrimoine mondial de la culture en 1983. Le Machu Picchu est l'un des lieux les plus célèbres du Pérou. C'est aussi un lieu de pèlerinage pour de nombreux touristes étrangers. Cependant, il représente beaucoup plus pour les Péruviens. Il symbolise le glorieux passé des Incas et les oblige à se remémorer l'histoire de leur pays. C'est un lieu extraordinaire, une des merveilles du monde. On peut dire que c'est le symbole de notre peuple. En fait, c'est notre patrimoine authentique. Nous avons beaucoup de chance d'avoir le Machu Picchu. Je suis péruvienne et j'ai beau avoir 93 ans, je continue à venir à la citadelle parce qu'elle est pour nous une source d'inspiration et de joie.
Effectivement, les Péruviens ont bien raison d'être fiers. Nous avons voulu vérifier la vitalité des traditions culturelles aujourd'hui, en dépit de la servitude dans laquelle les peuples autochtones ont été plongés depuis l'arrivée des colonisateurs. Nous avons l'agréable surprise de constater que les traditions nationales reviennent à la vie au Pérou. Visiblement, ce réveil passe par la langue maternelle, le quechua, comme le raconte notre guide Percy. Bien que Cusco ait été une colonie espagnole, les autochtones ont préservé leurs traditions. Certaines traditions locales se sont mélangées aux coutumes espagnoles. On parle quechua ici? Oui, beaucoup de mots quechua ont disparu avec le temps, mais beaucoup ont été conservés et sont employés dans la langue de tous les jours. Vous utilisez le quechua dans la vie de tous les jours? Oui, je peux dire que j'utilise environ 50% de mots quechua. Les autres 50%, c'est un mélange d'espagnol et de quechua. Tandis que Percy nous parlait des coutumes héritées de ses ancêtres indiens, un incident nous est arrivé en route. À notre passage dans une commune rurale, nous avons été pris à part par les habitants qui nous prenaient pour des représentants du pouvoir. La situation s'est tendue. On a des problèmes avec le ministère de la Culture. Ils nous interdisent absolument tout et on ne peut même plus gagner notre vie. C'est le problème du ministère de la Culture. Ce n'est pas notre affaire. Nous n'avons aucun rapport avec le ministère. Il prépare actuellement un film sur les peuples des Andes. Au cours de l'histoire, les communes rurales du Pérou ont particulièrement souffert de la discrimination. Dans une certaine mesure, la réaction de ces gens à notre passage est compréhensible. L'un des plus tristes épisodes de l'histoire du pays a eu lieu à la fin du siècle précédent, entre 1996 et l'an 2000, sous la présidence d'Alberto Fujimori. Il s'agit de la stérilisation forcée de centaines de milliers de femmes, dont une majeure partie des Indiennes. Ces événements sont toujours dans la mémoire des habitants du Pérou. Quand ma fille a eu 1 an et demi, je l'ai emmenée à la clinique. Les infirmières m'ont demandé pourquoi j'avais 2 enfants et si j'en voulais d'autres. J'ai répondu, est-ce que je peux le contrôler? Comment est-ce que je peux ne pas avoir plus d'enfants? L'infirmière a répondu, tu n'auras plus d'autres enfants. Nous te ferons une opération, une petite incision. Tu n'auras pas mal. Suivant les déclarations des autorités, le programme de contrôle de la natalité devait favoriser la lutte contre la pauvreté dans le pays. On soulignait que les opérations avaient toujours eu lieu avec l'accord des patientes. Cependant, des milliers de femmes affirment que personne ne leur avait jamais demandé leur avis. En même temps que moi, on a opéré plusieurs autres femmes. Ces gens ont dit que je n'étais pas dans mon état normal. On m'a emmenée de force dans la salle d'opération et on m'a couchée sur la table. Aujourd'hui, de multiples associations accusent l'ancien président Alberto Fujimori de crimes contre la population indienne. Mais justice est encore loin d'avoir été faite. En attendant, les victimes doivent faire face aux conséquences de ces événements. Nicolas Sa affirme avoir été atteint d'un cancer et n'être en vie que grâce aux efforts des médecins étrangers. J'avais des douleurs dans le bas-ventre et je ne pouvais rien y faire. J'ai appris qu'un docteur devait venir de Cuba. Il m'a fait une radio et m'a dit que j'avais une tumeur. On m'a opéré, on m'a enlevé l'utérus, on m'a tout enlevé. Le docteur a dit que j'avais un cancer de stade 3 et que s'il était arrivé un peu plus tard, j'aurais pu mourir. Après de pareils événements, les autorités auraient dû revoir leur politique. Elles auraient dû trouver le moyen de sensibiliser les familles les plus pauvres aux méthodes de régulation des naissances qui leur étaient à l'époque inconnues. Cependant, rien n'a été fait dans ce sens. Selon des militants sociaux, seuls quelques organismes locaux y travaillaient.
Des personnes d'âge, de professions et d'origines différentes travaillent dans cette association, mais toutes sont unies par un même objectif. Grâce à la langue quechua, contribuer au renforcement de la position des femmes dans la société péruvienne. Nous avons beaucoup souffert de violences. Il existe une loi qui porte le numéro 30364. Elle énumère 4 types de violences contre les femmes, notamment les violences sexuelles, contre lesquelles nous luttons. Gloria nous a aussi expliqué pourquoi, selon elle, on a recouru aux méthodes de stérilisation forcée des femmes indiennes. Il n'existait pas de méthode de régulation des naissances et l'État n'accordait aucune aide. Les femmes de notre génération, plus mûres, parlent déjà plus librement de ces thèmes avec les jeunes filles et les adolescentes. Mais les jeunes ont peur. Elles n'ont pas envie de consulter le personnel médical. Elles craignent qu'on leur crie dessus, qu'on les humilie. Ces dernières années, de nombreux jeunes gens, comme Amelia, se sont donnés pour objectif de faire renaître l'identité culturelle péruvienne. Les gens commencent à ne plus avoir honte de vivre en milieu rural. De jeunes Péruviens parlent sur les réseaux sociaux de leurs traditions, de leurs coutumes, des richesses de leurs terres. Qu'est-ce qu'un pays sans ses traditions culinaires nationales? Aujourd'hui, nous avons fait la connaissance d'un jeune blogueur devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à ses récits sur la cuisine locale, sur les aliments typiques des Andes péruviennes. Comment vas-tu, Valdir? Bien, bienvenue. Allons-y. Nous allons préparer un plat traditionnel des Andes péruviennes? C'est ça, le soltero de habas. C'est presque prêt. Il reste à mélanger et on pourra servir. Qu'est-ce que tu utilises comme ingrédient? C'est quelque chose de local, n'est-ce pas? Oui, une sorte d'algue. On les apporte depuis la côte. On les appelle cochayoyo. Elles arrivent de la mer, déjà séchées. Waldir, t'es connu dans de nombreux pays du monde. Comment t'es venu à la cuisine? Ma maman faisait toujours la cuisine. Comme j'étais l'aîné des enfants, j'ai dû apprendre aussi. Parce que quand les parents allaient travailler au village, je devais faire la cuisine pour eux. Donc tu t'es passionné pour la cuisine, t'as voulu parler des traditions culinaires et des ingrédients locaux. Oui. T'as beaucoup de posts sur Instagram. Oui. J'ai commencé par poster des photos de paysages. Puis je suis passé à la nourriture parce qu'il me semble que c'est ce qui unit les gens. Quand tu arrives dans une grande ville et que tu parles quechua, est-ce que tu ressens une certaine discrimination ou que les gens n'ont pas envie de parler cette langue? Tu as des réactions négatives? Quand j'allais à l'école en ville, j'avais 10, 11 ans, cela se remarquait beaucoup. Mais la situation a commencé à changer il y a à peu près 7 ans. Les gens ont arrêté d'avoir peur de la discrimination. Ça dépend beaucoup de si l'opinion des autres est importante pour toi. Notre équipe pense que Valdir pourrait avoir un bel avenir en cuisine. Peut-être deviendra-t-il un chef cuisinier renommé comme d'autres Péruviens avant lui. Nous lui souhaitons de ne jamais rencontrer de difficultés liées à son origine ou à la langue qu'il parle. Suivant des données de 2021, un peu plus de 4 millions de Péruviens ont une langue indienne pour langue maternelle.
Plus de 3 millions d'entre eux parlent le quechua. Les linguistes assurent que le quechua fait partie de la culture vivante, mais préviennent qu'il faut maintenir l'intérêt pour cette langue. Les enseignants de cette petite école d'un village près de Cusco comprennent qu'il est très important que les jeunes parlent le quechua. C'est pourquoi les parents d'élèves ont insisté pour qu'un certain nombre de matières soient enseignées en indien. Après les cours de culture physique et de danse, il est temps de travailler sa langue maternelle. C'est ici que nous faisons cours et que nous apprenons le quechua. Nous avons besoin de professeurs, et notamment de professeurs qui nous apprennent à écrire cette langue. Auparavant, les cours étaient dispensés uniquement en espagnol et nos élèves en avaient l'habitude. Mais cette année, il a été décidé de faire évoluer les choses. Une partie des matières, celles qui ont rapport avec la communication, doivent être enseignées non pas en espagnol, mais en quechua. Au Pérou, plus de 30 langues indiennes ont déjà disparu. Bien que le quechua soit reconnu comme langue officielle du pays, beaucoup évitent de le parler en public. Le malaise que les membres du Parlement ont éprouvé en entendant parler quechua en séance officielle montre que la situation est loin d'être idéale. Guido Bellido, qui occupe le poste de Premier ministre dans le gouvernement de Pedro Castillo, le sait mieux que personne. Notre pays est passé par un processus complexe de rétablissement de la souveraineté et du respect de soi du peuple péruvien. La soberanía, la autoestima al propio peruano. Pour nous respecter nous-mêmes, nous devons respecter notre langue, notre culture, nos traditions. Il nous faut exprimer notre identité. Dans le cadre de ce processus, pour la première fois depuis 200 ans, les citoyens péruviens ont voté pour un candidat issu du peuple. Bellido a beaucoup fait parler de lui en intervenant en quechua pendant une réunion de congrès péruvien. Il est fier de sa démarche, mais il reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. En fait, il nous reste beaucoup à faire. Depuis mon bureau, j'ai donné des cours de quechua en ligne. Les Espagnols se sont emparés du pouvoir et ils ont cherché à imposer leur culture par tous les moyens. En 500 ans, les gens ont perdu le respect de leur propre identité. Qu'ont-ils fait? Ils se sont reniés eux-mêmes. Visiblement, l'ordre colonial établi il y a des siècles est toujours le fondement du système. Il donne la préférence aux personnes d'origine et d'apparence européenne. Anaï Durand-Guevara, sociologue et ancien membre du cabinet des ministres, estime que la lutte contre la discrimination doit s'accompagner de mesures pour la défense des droits des femmes. D'une part, les femmes des villages indiens ont joué un rôle clé dans la transmission des traditions et des coutumes depuis l'époque coloniale. D'autre part, elles ont beaucoup contribué à la sauvegarde des connaissances, de la langue, malgré la pression des colonisateurs. Pensez-vous que l'Espagne doit faire acte de repentance? Je crois que le président Andrés Manuel, en proposant cela à l'Espagne, pensait d'abord à son pays, le Mexique. Mais cette initiative devrait être étendue à toute l'Amérique latine. Dans le cas du Pérou, c'est particulièrement important compte tenu de l'ampleur des destructions du patrimoine archéologique et culturel, de la disparition de nombreuses langues et cultures. Je ne pense pas que cette initiative soit dirigée contre tout un pays,
mais contre un groupe de personnes qui, à une étape historique donnée, a suivi une politique d'éradication, de conquête et de colonisation, ce qui a eu des conséquences tragiques pour notre terre. Le pittoresque, la noblesse et la bonté des Péruviens auraient été impensables sans l'identité culturelle des peuples autochtones. La plupart des gens aimeraient que ce pays soit exempt de contradictions et de conflits internes. Continuer à avancer vers cet avenir, en dépit de la résistance des élites et d'autorités abusives, voilà l'objectif principal que devra mettre en œuvre le peuple péruvien durant les prochaines années.